Bonsoir. Alors, comme promis, voici donc la partie qui vous concerne sur le cours des métropoles. Je ne vous ai pas oublié, j'avais simplement changé mes priorités, donc maintenant c'est votre tour. Voici donc la partie concernant ce que nous n'avions pas donc eu l'occasion de faire cette semaine, des métropoles fragmentées. Les métropoles concentrent la richesse, parfois au détriment des villes moyennes qui les entourent. Mais pourtant, ces mêmes métropoles sont marquées par des inégalités socio-spatiales extrêmes. Mumbai, en Inde par exemple, compte 39 milliardaires, mais plus de 40% de sa population vit dans des bidonvilles. Cette fragmentation socio-spatiale se renforce. Les populations pauvres se concentrent dans les quartiers les moins équipés, voire parfois des ghettos réservés ou accaparés, habités par une seule communauté. C'est particulièrement visible dans le cas de certaines grandes villes américaines, comme ici Chicago, où vous pouvez voir donc une image de Chicago au bord du lac Michigan sur la droite, et sur la gauche une répartition de la population de l'agglomération autour de l'an 2000 par origine ethnique. Et certains quartiers du bord de mer, comme Bronzeville notamment, sont représentent une concentration d'un seul type de population. Vous voyez ici certaines tours du quartier de Bronzeville, donc, qui vous amènent à supposer que ce sont ici des populations relativement défavorisées que l'on retrouve. Les populations aisées, elles, se concentrent elles aussi à l'écart des habitations informelles que vous voyez. Vous avez sur la droite et à gauche deux images qui viennent d'apparaître de la ville de Mumbai qui permettent de rendre compte ici de cette ségrégation socio-spatiale de populations très riches et très pauvres habitant les unes à côté des autres sans se mélanger. Les très riches, je disais, eux peuvent également vivre dans les mêmes quartiers se concentrant dans ce qu'on appelle des gated communities. Ce sont des quartiers résidentiels fermés et surveillés. Vous en avez un exemple ici à Chicago. Dans ces gated communities, les personnes qui y achètent un logement souhaitent s'assurer de sécurité, hein, c'est tout l'intérêt de la porte qu'on retrouve dans ce nom de gated communities. Donc sécurité, entre-soi, accès à des services comme terrain de tennis, cours de golf, piscine, etc. Privés également. Et il se trouve que aux États-Unis, ces gated communities ont l'occasion, ont l'opportunité d'organiser un référendum local afin de devenir une municipalité, c'est-à-dire totalement indépendante. Ce qui pose problème puisque de quartiers riches se trouvent ainsi à faire sécession, à se séparer de quartiers pauvres, ce qui brise le concept, par exemple, de solidarité nationale entre citoyens. Ainsi, les habitants des gated communities préfèrent faire le choix de ne payer que pour leurs propres services, haut de gamme, mais également eau, électricité, voirie, sans payer pour le reste des habitants de la ville. Vous voyez ici un exemple d'une des premières gated communities en Arizona qui a vu le jour dans les années 1960. Il s'agit de Sun City, 40 000 habitants, réservés aux retraités. Il faut minimum 55 ans pour pouvoir acheter une maison dans cette communauté. La moyenne d'âge est autour de 75 ans et il y a 99% de blancs. Très très peu de mixité sociale. Si, je vous le disais, c'est pour les personnes âgées. Si vous souhaitez aller rendre visite à vos grands-parents qui habitent dans ce type d'endroit, sachez que les horaires de visite sont extrêmement précis et rigoureux. Il n'est pas toléré de faire du bruit, de faire jouer ses enfants dehors avec leur vélo, etc. Il faut être particulièrement calme. D'ailleurs, l'un des slogans, l'un des jeux de mots que les résidents de cette communauté échangent entre eux est no kidding en anglais. Hein. Kidding avec un seul D, c'est une blague, donc sans rire. Là, no kidding, vous avez les deux, le sans rire, c'est-à-dire nous sommes sérieux, mais en plus, pas d'enfants.
Voilà, donc une sacrée ambiance. Au sein des métropoles, on retrouve aussi, comme nous l'avions vu il y a 2 minutes dans le cas de Bronzeville à Chicago, il y a également des marges, des quartiers à part qui sont amenés à se recomposer. Par exemple, Harlem, quartier central juste à côté de Central Park, au cœur de Manhattan, connaît une gentrification, c'est-à-dire que des classes moyennes sont attirées par le quartier, s'y installent, ce qui provoque une augmentation des prix. Et vous voyez ici le type de commerce, le Harlem Burger, le bar café, a priori ne s'adresse pas à la population pauvre ou défavorisée qui habite traditionnellement le quartier d'Harlem. Les exemples de gentrification sont extrêmement nombreux et donnent lieu à de nombreuses manifestations. Donc la gentrification, hein, c'est l'installation dans un quartier d'une population avec un niveau de vie plus élevé que celle qui habite à l'origine, ce qui pousse le quartier à se transformer, et les populations modestes, bien souvent, ne peuvent plus habiter, n'ont plus les moyens d'habiter dans un quartier qui voit ses prix et ses loyers s'envoler. Ce problème de gentrification est un problème ou une problématique que l'on retrouve partout dans le monde. Dans le cas de Paris, par exemple, vous voyez ici sur cette carte l'avancée du front de gentrification depuis les années 1970, et on voit que les populations marginalisées, donc ici les logements sociaux se retrouvent en périphérie de la ville, tout autour, et les populations étrangères ou les populations plus en difficulté se retrouvent aux extrémités, ici on le voit, de la ville, ou concentrées dans certains quartiers, comme ici le Faubourg Saint-Denis et le 18e. Le Faubourg Saint-Denis étant l'un des derniers lieux centraux de la gentrification à Paris. Vous avez également le quartier de Montmartre qui connaît ou qui a connu une très forte gentrification et qui est aujourd'hui considéré plus comme un quartier pour touristes que le quartier populaire qu'il a pu être à une époque. Je le disais, cette question de la gentrification, elle est internationale, elle se retrouve partout en Europe. Vous avez ici le cas de la ville de Lisbonne, qui lutte contre ce qu'on appelle aussi le syndrome Airbnb, c'est-à-dire des personnes qui utilisent l'application Airbnb pour gagner plus d'argent en faisant venir des touristes, ce qui a pour effet d'appauvrir la vie culturelle des quartiers, puisqu'il y a de moins en moins d'habitants qui y vivent en permanence. Parfois, cette lutte contre la gentrification prend aussi une allure de lutte contre le tourisme qui dénature les quartiers. Finalement, cette question de la gentrification, c'est vraiment une question de justice sociale qui se pose et qui pose vraiment la question de l'égalité géographique, à savoir est-ce qu'il existe réellement une ségrégation spatiale ou non. Cette fracture socio-spatiale, elle existe et elle subsiste encore aussi dans plusieurs centres, à Rio au Brésil, dans le cas de Nairobi au Kenya avec le bidonville de Kibera, ou comme vous le voyez sur cette image, dans la ville du Caire en Égypte, ville qui compte le plus grand nombre de bidonvilles, et vous voyez ici le plus grand nombre d'habitants dans des bidonvilles, et vous voyez ici sur cette image cette fracture socio-spatiale qui saute aux yeux entre les deux mondes qu'il est donné d'observer ici.
off, run so fast they can't even catch me. Been that gypsy, touch me, I'll show you tricks from a zigzag quickly. Pick up the packs on my journey. Dogs run, they start to follow me. Hammer luck, some days they suck. When we live for the buck, we get for the family. Pour la troisième partie de cette fin de chapitre, donc, nous allons nous pencher sur la question des métropoles repensées. Après les avoir transformées et les avoir fragmentées, il va falloir maintenant les réinventer. Les métropoles cherchent à véhiculer une image de modernité. Et la modernité, l'attractivité, ça passe par des projets innovants. Des écoquartiers, par exemple, celui de l'Hudson Yard à New York, des aménagements modernes pour une meilleure accessibilité, comme de nouveaux aéroports, un métro automatique dans le cas de Riyad, en Arabie Saoudite. Si vous regardez un petit moment les documents que vous avez sous les yeux, quels sont les objectifs ici cherchés par ce projet immobilier de l'Hudson Yard et quelles sont éventuellement les limites de ce projet? Donc je vous laisse un petit moment pour y réfléchir. Les objectifs sont effectivement les logements verts, l'économie d'énergie, 30% par rapport à une construction classique, essayer de mélanger des espaces verts comme on peut le voir sur le plan, avec un environnement culturel, des immeubles d'habitation, des magasins, des restaurants, éventuellement aussi des bureaux, une école intégrée pour les habitants, etc. Le projet se présente de façon idéale comme une espèce de ville en miniature à l'échelle d'un quartier. Néanmoins, dans les limites que l'on peut pointer,
il est fort probable que ce soit le prix, car un quart seulement de logements abordables destinés à une classe moyenne. Encore faut-il définir ce qu'on entend par classe moyenne en plein cœur de Manhattan. Et donc on peut voir ici que le côté social ou le côté mixité sociale n'est peut-être pas le pilier du développement durable qui est le plus mis en avant. Les villes sont très soucieuses de leur image, et leur image, ce fameux marketing urbain que nous avions déjà évoqué, passe aussi par une transition environnementale. Dans les villes du nord, de pays développés surtout, on retrouve beaucoup de mesures visant à favoriser les mobilités douces. Les mobilités douces, c'est ce qui ne pollue pas, c'est-à-dire la marche à pied, le vélo, le métro, les transports en commun, etc. On retrouve ce type d'installation partout dans les grandes villes européennes, également en France. Dans le cas de Londres, on peut citer le péage urbain, extrêmement coûteux. Si vous souhaitez rentrer dans le centre-ville de Londres avec votre voiture, vous allez devoir payer très cher. Donc, quand vous louez une trottinette ou quand vous prenez ce type de transport, ici c'est un exemple en Allemagne, voilà, pensez que vous travaillez aussi à promouvoir le marketing territorial de la ville. Il existe également ce que l'on appelle les smart cities, ou en bon français, les villes intelligentes. Ces villes intelligentes entendent tirer profit de l'innovation et des nouvelles technologies pour améliorer la qualité des services urbains. Il y en a plusieurs en France, ou en tout cas qui essayent de se faire reconnaître comme tels. On en compte, selon le site Statistista, 25 ici. La majorité de leurs réalisations sont d'avoir mis des réseaux Wi-Fi publics, éventuellement des smart grids, c'est-à-dire des réseaux électriques qui, en utilisant l'intelligence artificielle, sont capables d'ajuster la production et la distribution de l'électricité. Certaines ont mis en place des plateformes participatives et de l'e-administration, c'est-à-dire une façon pour les habitants de ces villes de participer aux décisions qui les concernent via des portails internet. Il y en a 150, 153 à peu près dans le monde. En tout cas, il y en a 153 qui se définissent officiellement comme tels. Si on regarde l'analyse et la répartition de ces quelques 153 smart cities, on voit qu'elles sont principalement en Europe et en Amérique du Nord, ainsi qu'en Asie. Pour l'Asie, on pourrait l'expliquer puisque c'est en Asie qu'il y a quand même plus, presque la moitié de la population qui réside, ce qui peut expliquer qu'il y en ait 27%, mais on peut ici pointer le fait qu'il y en ait quand même beaucoup plus en Europe et en Amérique du Nord si on fait un ratio par rapport à la population. On peut également noter que ces villes sont grandes, certes, mais pas tant que ça, puisque 65% d'entre elles ont entre moins de 500 000 à 1 million de résidents. Donc la majorité de ces villes intelligentes fait moins de 1 million d'habitants. Et enfin, si on regarde le PIB moyen de ces villes, on reste tout de même sur des villes assez bien développées. Alors, ces smart cities, elles tentent donc de mêler durabilité et innovation. Mais ce n'est pas la seule façon. On voit aussi émerger des modes de gouvernance locale, des formes de concertation entre les acteurs qui prennent la forme de conseils de quartier, de réunions participatives. L'idée, c'est que, partant en utilisant le principe de la démocratie participative, les habitants revendiquent que leurs avis soient pris en compte par les décideurs publics. Cela peut constituer un progrès et une ouverture, c'est certain, mais cela peut aussi mener à des dérives comme le mouvement Not in my backyard, le mouvement NIMBY. Ce mouvement NIMBY, comme son nom l'indique, il s'oppose à la construction d'infrastructures générant des nuisances
à côté de chez soi. Autant on peut entendre certains arguments dans le cas là par exemple de cette image volontairement caricaturale d'une gigantesque éolienne dans le jardin d'une petite maison, mais quand les habitants s'opposent à des projets sociaux ou de manière plus générale utiles à la communauté, c'est très compliqué. Si tout le monde est d'accord par exemple pour avoir de l'énergie verte, peu de personnes sont volontaires pour l'avoir dans leur jardin. Et ces mouvements de réaction, là ici, touchent aussi des problèmes sociaux. Donc finalement, en conclusion de ce chapitre, les grandes villes s'étalent et se recomposent en permanence, ce qui conduit à une fragmentation des territoires urbains. Ces territoires urbains, au lieu de ne former qu'un, d'être unis, ressemblent de plus en plus à la somme de leurs divisions plutôt qu'à une unité totale. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à noter vos questions pour me les poser en classe quand nous nous reverrons ou à éventuellement me les envoyer soit par mail, soit via l'ENT. Au revoir.